Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bon. C'est bon. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café Presse Politique est de retour en ce mercredi 2 septembre. Nous espérions reprendre le CPP pour sa 8e saison dans de meilleures conditions que celle-là, mais je suis encore à la présentation, ce qui veut dire que Khaled Rani est toujours en prison. Il y est pour sa 160e nuit, détenu depuis le 27 mars dernier et surtout condamné à 3 ans de prison ferme depuis la sentence inique et scandaleuse du 10 août dernier. Pour m'accompagner dans ce Café Presse Politique de la reprise, donc pour cette 8e édition, on va souhaiter longue vie au Café Presse Politique. Maître Awisha Barti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le saut de Qléad, le Harrach et de la place Audin. Merci à vous. Merci. Amar Louchat, bonjour. Journaliste, cofondateur de l'Ouatan et directeur général de l'Ouatan pendant tellement longtemps qu'on a grand plaisir à accueillir à nouveau. C'est pas la première à Radio M. Et puis Jafar Al-Khdani qui nous donnera des nouvelles de la mobilisation du Hirak et des élites associatives du mouvement civil de la société civile dans le Hirak. Jafar, bonjour. Bonjour. Chroniqueur connu dans le Café Presse Politique. Nous avons nous avons arrêté pendant un mois. On s'est quitté à la fin du mois de juillet sur des tendances qui n'étaient pas toujours très lisibles, mais qui, globalement, auraient pu nous laisser penser que nous orientions vers peut-être un peu plus d'apaisement. On peut rappeler qu'au début du mois de juillet, il y a eu des libérations, des élargissements, notamment ceux de Karim Tabou et de Samir Belarbi. Les choses ont tourné différemment au mois d'août, notamment parce que Khaled Rani a été condamné à 3 ans de prison. La plus lourde condamnation pour un journaliste depuis l'indépendance, un véritable choc que nous avons vécu. J'avais dit lors de la dernière séance du Café Presse Politique, j'espère que nous allons peut-être nous retrouver dans le courant du mois d'août. J'espérais nous retrouver autour d'un numéro spécial avec Khaled Rani parmi nous. Il en a été tout à fait autrement. On va déjà prendre des nouvelles de Khaled Rani. Maître Berti, vous l'avez rencontré hier. Hier matin, oui. Moi, j'ai été, Comment va-t-il ? Écoutez, il va très bien. Hein. C'est une force, hein, ce garçon. Il est bien, souriant, avec beaucoup d'espoir. Il n'a pas perdu du tout. Il a un très bon moral. Je lui ai parlé du rassemblement d'avant-hier. Il était très content. Il remercie tout le monde. D'ailleurs, il tenait à remercier tous ses collègues, les avocats, tous ceux qui étaient, les citoyens qui le soutiennent un peu partout. Il est au courant de toutes les manifestations de soutien, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Et donc, il est très touché. Il espère. Je l'ai quitté en lui disant, la semaine prochaine, on se voit à Alger. Donc, j'espère vraiment que la semaine prochaine, il sera parmi nous parce que c'est absurde. On peut rappeler que ces codes des deux co-inculpés, Slimane Ahmetouche et Samir Belarbi, ont comparu libres parce qu'ils avaient été déjà libérés ils ont été libérés et qu'ils ont été condamnés à des peines inférieures à la détention préventive. Il était sûr, quand il a su, d'abord il y a eu une annonce que Belarbi allait être libéré avec Tabou, vous vous rappelez ? Bon, libérés, pour moi, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont en liberté provisoire. Hein. Et Belarbi a eu finalement une peine avec sursis. Et Karim Tabou est toujours en liberté provisoire. Il n'est pas libre. Ils seront libres quand ils seront réhabilités, quand ils seront relaxés des poursuites qu'il... Et il m'a dit d'ailleurs un jour, comment vous expliquer ? J'ai dit, si je pouvais expliquer pourquoi eux sont sortis et pas vous, je pourrais peut-être expliquer pourquoi vous êtes là. Je sais déjà pas pourquoi vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi il est en prison. On l'a entendu tous. Je l'ai suivi. Nous l'avons tous suivi depuis le début. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit...
derrière les barreaux. Sa place est ici, dehors, à exercer sa profession. D'autant plus qu'il le dit. Il a répondu au juge, même quand elle lui a demandé le dernier mot, il a dit « Je continuerai à exercer ma profession librement pour l'honneur de la profession. » Et vous l'avez entendu, donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi il est là-bas, mais enfin, voilà, on garde l'espoir qu'il sera libre la semaine prochaine. Ammar Blouchet, on s'est retrouvé dans le comité de soutien de Khaled Drani immédiatement après naturellement après la sentence, mais on a vraiment accusé le coup. C'était un véritable coup de bambou. Avec le recul, on a échangé, on a un point de vue sur la question. Comment toi tu interprètes cette condamnation sans précédent? Avant l'interprétation, j'ai la chair de poule, je suis choqué. Je suis toujours aujourd'hui choqué. Je n'arrive pas à réaliser que Drani, journaliste, ça aurait pu être un autre journaliste, 3 ans de prison, on ferme en Algérie en 2020. C'est une chose que je ne peux pas supporter. Je n'arrive pas à supporter. C'est insupportable. J'ai envie de crier, j'ai envie de dire beaucoup de choses. C'est inadmissible qu'en 2020, on puisse donner un ordre, parce que c'est une décision politique, à un juge pour condamner un journaliste à 3 ans de prison ferme. Ça n'existe plus, mis à part la Corée du Nord. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce pays, mais on ne condamne plus des journalistes. La constitution de notre pays interdit à ce qu'on emprisonne des journalistes, etc. etc. C'est un viol. C'est un viol. Alors, à l'égard de la différence, c'est profession. qu'aujourd'hui, il y a eu quand même le 2 mai 2020 cette sortie ahurissante d'Abdelmadjid Tebboune qui a, sans le nommer, laissé entendre que Khaled Drani était un khbarji qui a apporté des informations aux ambassades, des éléments qui n'existent pas dans le dossier, n'est-ce pas? Pas du tout dans le dossier, mais visiblement sur la base desquels son affaire a été traitée différemment de celle de ses co-inculpés. Il faut des preuves, il faut que l'autorité publique, si elle a des preuves... suivi pour ça. Tout à fait, absolument. Or, dans le dossier, il y a... Est-ce que Tebboune a été piégé, oui ou non? On ne sait pas trop. Visiblement, il a été piégé. Absolument. Visiblement, il a été piégé. Parce qu'il ne savait même pas que ça n'existait pas dans le dossier. Tout à fait. Alors, pour les interprétations, la condamnation, je pense qu'il y a une volonté de l'autorité politique, l'autorité militaire dans notre pays, c'est d'envoyer un signal très fort aux journalistes, à ceux qui continuent, à ceux qui cherchent, à ceux qui veulent développer encore un journalisme indépendant. Il y a encore des poches de résistance en matière d'expression, en matière de travail journalistique. C'est un signal très fort. Il faut vous aligner. Ils ont aligné pas mal de journaux, de journaux privés. Ils ont aligné toutes les télévisions privées. Plus personne ne parle du Hirak, plus personne ne parle des contradictions politiques, plus personne ne parle des problèmes économiques, sociétals, etc., etc. Donc, il y a des poches de résistance au niveau de la profession. C'est un signal très fort. Voilà. Donc, vis-à-vis de la presse. La seconde interprétation, elle est un peu plus large, elle est un peu plus politique. C'est à l'égard de tous des millions d'Algériens qui continuent à adhérer au Hirak. C'est-à-dire que voilà un jeune journaliste brillant qui a pris de son temps depuis le début de la Révolution, en train de filmer tous les vendredis, tous les mardis, etc. Il a accompagné massivement, il a vraiment de manière professionnelle le Hirak. C'est une façon de dire à tous ceux qui adhèrent au Hirak, bon, il faut que maintenant, c'est terminé. C'est terminé, on passe à autre chose. Est-ce que, Jafar, qu'est-ce qu'on peut dire à une catégorie d'interprètes ou de commentateurs de l'actualité, dont quelques-uns étaient des ex-amis à nous, qui laissent entendre que Khaled Drani n'était pas juste un journaliste et qui en veulent pour preuve, par exemple, le fait qu'il était le modérateur de la conférence de presse qui avait été interdite à El Biar, puis qui s'est tenue à SOS Disparu la semaine du 22 février, donc de la commémoration de la première année du mouvement populaire, pour dire qu'il n'était pas juste journaliste, il était aussi militant. C'était quoi le contenu de son intervention dans cette initiative ?
Dans les deux cas, de toute façon, il a parfaitement le droit d'être à la fois journaliste et militant. Effectivement, il était militant. Il a même participé à des collectifs dont je fais partie et qui essayent de développer des initiatives structurées au niveau du mouvement citoyen. Et je n'ai jamais entendu Khaled proférer des paroles, qui appelleraient une espèce de sédition ou quoi que ce soit qui relève du pénal. Donc je suis assez sidéré que des journalistes, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, les gens dont tu parles, tiennent des propos comme pareil sur un confrère. Ce qui est mis en cause ici, il y a quand même il y a deux notions fondamentales qui sont attaquées dans cette condamnation scandaleuse, effectivement. La première, au-delà de la personne de Khaled Darlini, tout a été dit, je pense, et très bien par M. Belhouchet. La première, c'est cette liberté fondamentale parmi les libertés publiques et la liberté de la presse. Et qui, malgré toutes les vicissitudes qu'a connues ce pays, depuis 1990, a plus ou moins été respectée. Là, elle est gravement écornée, et ça a été dit et répété, c'est la plus grave condamnation qu'on ait eue, et même pendant la période incroyable qu'on a vécue, la décennie noire, on n'a pas eu de choses comme ça. Il y a eu d'autres choses, bien entendu, mais au niveau, par rapport à l'État, par rapport à la justice, il n'y a jamais eu, un déni de droits fondamentaux comme celui qu'on observe. Le deuxième, ça a rapport à ce que vient de me dire Madame, savoir le respect des droits fondamentaux. Quand on a un dossier vide, comment peut-on instruire, comment peut-on condamner c'est hallucinant. Et donc ça, c'est-à-dire c'est le fondement de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir de condamnation sur simplement une présomption de culpabilité, sans le moindre élément de preuve, qui d'ailleurs n'ont même pas été retenus à charge dans son instruction. Donc voilà, c'est quand même deux choses fondamentales. Peut-être que entre les fois d'avant, en fin juillet, on évoquait évidemment le cas de Khaled Darlini et aujourd'hui, on a entre-temps le procès. Donc il y a des éléments du dossier de l'instruction qui sont devenus publics puisqu'il y a eu audience. Oui. Est-ce qu'on peut être... Parce qu'il y a dans une partie de l'opinion qui continue de penser que ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune existe dans le dossier. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Pas du tout. D'abord, voilà. Même ce que vous venez de dire, là, que des journalistes auraient sorti, n'était pas dans le dossier. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Vous savez, on a assisté d'ailleurs même le débat entre les magistrats et le prévenu le jour de l'audience. Il n'y avait pas ça. Ils ont essayé de le charger. Ils cherchaient. Ah oui, on a vu que sur ton téléphone, tu as facturé ça. Ben, il dit, je suis collaborateur avec une chaîne française quand je travaille. Ça dépend du nombre de fois que j'interviens. Il a très bien expliqué. Donc, des fois, c'est 30 €, des fois, c'est plus, etc. Donc, on a essayé de le charger, il n'y avait absolument rien. Et ce qui prouvait encore plus qu'il n'y avait rien, c'est sa manière de répondre. Il était d'une sérénité, sûr de lui, très calme. Il était... Alors, voilà. dans le dossier préliminaire, oui. Parce que, bon, nous, on a répété, à l'époque où Wassine Bouaza était encore patron de la DSI, que c'était un dossier qui était instruit par la sécurité intérieure, on le disait sur ce plateau, il avait été convoqué 4 fois. C'est un dossier qui a été préparé complètement par l'équipe précédente de la DSI, mais qui a été finalement poursuivi par l'autre équipe. Est-ce qu'au niveau de ce dossier préalable à la partie judiciaire, est-ce qu'il y avait des éléments sur ce type d'accusation ? Du tout, vraiment pas du tout. Il n'y avait pas ça. Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire. Quand on a l'autorité, le président de la République, c'est l'autorité suprême de ce pays, on ne s'ingère pas comme ça. Publiquement contre un jeune qui est dont la justice, dans un dossier dont la justice est saisie. Parce que forcément, ça influe. À la limite, quelqu'un m'a dit hier, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont téléphoné ? Et ils n'avaient plus besoin de téléphoner, ça y est, on leur a dit, cassez-le, ce bonhomme, c'est Akhbarji. Et... En fait, s'il fallait téléphoner, c'était pour dire, on s'est trompé, ne tenez pas compte du point de vue du président. Ne tenez pas compte. Jugez en toute liberté. En tout cas, il n'y avait rien de tout cela dans le dossier. Enfin, on avait retenu... incitation à attroupement, parce que c'était un samedi. Vous vous rappelez, le mois de février, quand les gens commençaient à investir la rue le samedi, il y a eu beaucoup d'arrestations. D'ailleurs, ceux qui vont passer demain en appel font partie de ceux-là. Ils sont rentrés même dans les mosquées pour prendre des gens qui faisaient leurs ablutions. Et on avait des 85. Une fois, un procureur a reçu 85 personnes.
Il en a libéré 50 directement et les autres, il les a passés, ils sont passés après. Donc, il ramassait en masse. Et Khaled Rani, si vous voulez, il a fait... parce que c'était un samedi, ils l'ont arrêté un samedi, 7 mars, je crois. Et voilà. Oui, c'est ça, c'était un 7 mars. C'était le deuxième samedi où les gens... Voilà. Où une partie du Hirak est Et sortie. ce qu'il y avait, c'est incitation à attroupement. C'est l'accusation principale dans le dossier. Et il n'y avait rien d'autre, rien de tout ce qu'on a dit. Après, dans les débats, il y a eu une tentative de le charger, on l'a senti. Ce qui est d'autant plus étonnant dans le cas de Khaled Rani, c'est que, contrairement à, par exemple, à des journalistes qui travaillent dans Watan, Liberté, etc., qui ont publié des papiers avec des investigations sur des dossiers très très lourds, et avec vraiment un point de vue très critique, etc., dont on aurait pu penser effectivement là que ça dérange un peu certains cercles de pouvoir, ça aurait pu réagir. C'est pas le cas de Khaled Rani. Il a effectivement, je pense que ce qui est visé en lui, c'est la personne, c'est le journaliste médiatique. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, il a une certaine image. Mais peut-être pas que ça. L'activité Peut-être de aussi Khaled Rani l'activité. correspondant, Je pense, c'était ouais. de RSF, de Radio Reporters sans frontières en Algérie. Il a défendu Soufiane Merakchi. Oui. Il a défendu d'autres journalistes avant lui qui avaient été détenus. Khaled Rani avait une activité de défenseur de la liberté de la presse. De militant. Et on peut imaginer que ça fait partie des principaux reproches. Ce qu'on lui reproche, mais pas sur le, sur le dossier. Mais moi, je pense aussi c'est son côté militant qui a été... Alors, je voulais poser quand même une question à Ammar Mais il a toujours été pacifique et toujours respectueux de la loi. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Mais il est militant. C'est un défenseur de la liberté de la presse. Tout à fait. Assumé, qui est activé. En ce sens, c'est un militant de la liberté de la presse. Et voilà, c'est ça. Je vais poser juste une question, parce que ça va sûrement intéresser nos amis qui suivent le Café Presse Politique. De ta mémoire de journaliste au long cours, est-ce qu'il y a eu un impair dans la communication présidentielle de ce type sur la liberté? Est-ce qu'on a eu un président qui a... Il y a Abdelaziz Bouteflika qui est, tu te souviens, un jour excédé par des dépêches de l'APS, etc. Je suis le rédacteur en chef de l'APS. Tu te souviens, voilà. Bon, ça a choqué. Il y a eu quand même ça a choqué. Pendant Bouteflika, il y a eu les 2 ans de Benchiko. Oui, absolument. Absolument. Bien sûr. Absolument. C'était lourd aussi, 2 ans pour un homme malade. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. L'époque de Bouteflika, il y a eu la condamnation scandaleuse de Mohamed Benchiko, effectivement, mais Bouteflika donnait l'impression qu'il gérait ça de manière un peu plus soft. Il s'est beaucoup attaqué à la presse. Il y a Mohamed Tamalt qui est mort en prison. Oui, on ne peut pas oublier que Mohamed Tamalt est mort en prison. Tout à fait. Et celui de Saïda, il y avait un autre journaliste, j'ai oublié, qui a fait de la prison. Oui, quelques mois, oui. Et dans ces cas-là, comment on peut imaginer un rétropédalage? Parce qu'en fait, on va se projeter vers mardi prochain, le 8. Oui. Et on peut imaginer que s'il n'y a pas un rétropédalage au niveau de la présidence, les choses ne se présentent pas nécessairement bien. Enfin, on ne va pas faire peur aux amis dont nous sommes de Khaled Rani, mais il faudrait que quelque part, même si ça ne se fait pas publiquement, quelque part, il y ait quelqu'un qui dise voilà, cette affaire Takhbadji, hadara park, mais il ne faut pas en tenir compte. D'autant plus que depuis, on sait que Ammar Belhimer, grâce à Ali Ben Saad, si on devait évaluer dans l'échelle de Khbardjia, avec qui n'a jamais démenti, donc j'en parle, donc sa contribution à travers un think tank, celui de Jacques Berck, avec une note stratégique sur l'Algérie qui a été exploitée par le ministère des Armées en France, on est dans un cas, ça c'est une contribution académique, moi je ne considère pas que ce soit du Khbardjia. J'imagine même, je l'assume, que connaissant Ammar Belhimer depuis très longtemps et sachant que c'est quelqu'un qui a toujours émergé du côté du DRS, à mon avis, il l'a fait en connaissance de cause, en ayant prévenu le DRS de ce qu'il faisait. Donc, à la limite, on est dans le bureau des légendes avec un agent double. Mais voilà, à mon avis, c'est ça l'explication. Donc, il n'y aura pas de grandes affaires. Il savait, la note, c'est peut-être même une co-rédaction. C'est pour ça qu'il ne bouge pas. Mais le sujet, c'est il a fait pchit depuis, parce qu'il y a tout cela, le sujet, il a fait pchit. Il faudrait qu'à un moment donné, quelqu'un dise, d'autant qu'il y a les deux co-inculpés qui sont en liberté. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour le sauver de cette condamnation de 3 ans? Les autorités ont un grave problème. Ils ont en face d'eux des millions d'Algériens, à travers le Hirak, qui sont décidés à continuer à manifester.
Et les autorités considèrent que les relais médiatiques, ceux qui font leur travail tout simplement, journalistes, Liberté, vous avez cité d'autres journaux, L'Ouatan, pour ceux qui continuent à informer sur l'état du pays, donc relate un peu ce qui se passe les vendredis et les mardis. Donc il y a une volonté de la part des autorités de casser ce cycle. Il faut que les journalistes arrêtent, comme ils ont réussi à le faire au niveau des télévisions privées. On s'est rendu compte au bout de quelques mois, reprise en main, alors que ces télévisions elles relataient le Hirak, etc. Et ensuite, reprise en main. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu quand même, voilà, ensuite une très forte reprise en main. Le NTV aussi parlait du Hirak, reprise en main. Absolument. L'Ouatan va revenir dans le giron de la presse indépendante, parce que la NEP a arrêté de lui donner de la publicité, on peut l'espérer. Entre-temps, il veut faire parler de l'Ouatan. Entre-temps, j'ai appris que ça y est, la NEP a coupé les livrets à l'Ouatan depuis 2 jours. Bon, ça c'est une information, oui. Voilà. C'est à cause de l'article d'hier, d'avant-hier. Si, on va parler de cet article. Il y a une solution par rapport à la question que tu poses, c'est de se réfugier derrière l'indépendance de la justice et la laisser tout simplement trancher en faveur du relax. Et ceci dit, il y a un deuxième point, c'est il y a un tollé à la fois national et international concernant auquel tout le monde est sensible, y compris dans les cercles du pouvoir. Et je pense qu'en majorité, plus personne ne conteste que ça a été une grave erreur. Politique, c'est pas seulement une faute, comme dirait Talleyrand, c'est pas seulement un crime, c'est une faute. Voilà. Et donc, comment maintenant apurer ce dossier ? Une solution, c'est de se réfugier derrière la fiction de la dépendance. Laisser la cour d'appel décider. Laisser la cour d'appel décider, prononcer leur relax, et puis on laisse les affaires. Vous croyez, Maître Berthier, de laisser la cour Moi, d'appel décider ? je veux y croire. Honnêtement, je veux pas croire à autre chose. Sincèrement, je veux y croire. Et puis, il y a un petit signe. Ça peut être un signe aussi, parce que ça n'a pas duré longtemps. Et la peine a été prononcée le 10. Le 11, on a fait appel. Le 12, paraît-il, moi j'étais là-bas, j'ai enregistré l'appel le 11 au matin. Des confrères ont vu que le jugement motivé, signé, était prêt le 12 et le dossier a été transféré quand même relativement rapidement à la cour d'appel et programmé. Parce qu'ils avaient un délai ils auraient pu aller jusqu'au bout du délai. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'il y a une volonté de rectifier le tir, je ne sais pas. Et c'est ce que je veux croire. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je veux croire. Ça peut être un signe. Après, comme à côté aussi, il y a le journal. Pourquoi on ne pourrait ne pas le prendre comme un signe ? Parce que, quand même, entre-temps, c'est vrai que c'est un dossier spécial, c'est la liberté de la presse, il y a une campagne internationale. On peut dire que c'est pas parce qu'on est dans le comité de soutien à Khaled Darni, mais c'est peut-être au niveau national et international l'une des plus grandes campagnes qu'on ait pu organiser pour un détenu. Depuis longtemps. Voilà, oui. Depuis longtemps, voilà, c'est relayé partout dans le monde, etc. Moi, j'aimerais pas être à la place des autorités, parce que vraiment... Et aujourd'hui, le président ne voyage pas dans le monde, mais s'il devait voyager, on peut imaginer que dans les pays où il y a un peu de liberté de la presse, une question sur Khaled Darni lui serait posée à chaque fois qu'il se présenterait dans une conférence de presse. Mais j'ai envie quand même d'être un peu plus réaliste. Le 10 août, on a été quand même très choqués. Il y a eu quand même des arrestations pendant ce mois d'août. D'autres arrestations. Oui, bien sûr. C'est des mazels. J'en veux pour preuve Mohamed Tadjadid, le poète de la Casbah. Voilà, quand je pense au journaliste de Constantine Zrilej. Oui, alors Zrilej, je devais y arriver. 2 ans. C'est lourd aussi. Éditeur de la radio, de la web radio Sarabakan. Et quand vous pensez à ce jeune Tadjadid, vraiment un petit jeune... inoffensif pratiquement, vraiment. Et on l'a gardé 4 ou 5 jours au commissariat, ça a dépassé tous les délais de garde à vue. Et on lui dit, j'ai pas encore vu son dossier, j'ai vu son frère tout à l'heure, je lui dis je passerai le voir samedi. On lui a collé 10 chefs d'inculpation. C'est un jeune que j'ai connu, que j'ai suivi depuis la première fois. Et ce garçon, il a une colère qu'il n'arrive pas à contenir. Je me rappelle quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit Mohamed, راك هايل بصح قول واش راك تقول بالعقل ça sert à rien تروح للحبس ما عندك ما تربح. Quand il est passé chez le procureur première fois, il m'a dit يا أستاذ أنا درت تمرمت ترميت. Il a fait حرق quoi, il a fait et il a subi toutes les misères du monde. Il est plein de colère. Et quand on a plaidé, on a dit au tribunal, entendez cette colère au lieu de le jeter. Et à la fin,
Je vous jure qu'il a eu 18 mois de... Je suis presque sûre, j'ai dit je jure, non, je retire. Je suis presque sûre que les 18 mois fermés les a eus à cause de sa réponse. Le magistrat, il lui a dit واش تقول آخر كلمة قال له واش نقول لكم انتم مع عدالة وانا ما عندي ما نقول. Il était, la colère, il n'arrivait pas. En plus, c'est tellement C'était une juste. colère. Tellement Et je juste. lui ai dit au président, écoutez sa colère, ce garçon, parce qu'il a une conscience politique. Elle n'est pas, c'est une conscience تاع ولاد, comme disait ولاد الشعب هكذا. يقول قال له علاش il y a des mots un peu. Pour la première affaire, le procureur lui a dit هاد الكلمات هادو طياح. قال له انا سمعتهم في شركه تلفزيون دوك انا تقول لي بطياح. كاين تلفزيونات سمعنا هذا الكلام وانايا كي جيت انا هكذا طحومه تقول لي طياح. انا ما كنتش عارف بلي طياح بيسك سمعته في لا تيلي. Pour vous dire vraiment c'est un garçon, j'ai mal pour lui et pour sa maman. Et donc, Maître Berthier, la tendance, elle est quand même à la répression. Bien sûr. Zrilesh, t'as déjà dit, et d'autres qu'on n'a pas cités. Le pire, c'est que ce jeune homme, il est passé en appel pour sa première affaire. Il est encore en sursis. Il a eu un sursis. Avec cette nouvelle affaire, il risque d'avoir une peine très lourde. Et c'est vraiment... qu'est-ce que gagne l'Algérie à mettre un jeune comme ça en prison? Au lieu de l'écouter, de voir... c'est un poète que les associations, que les maisons de... l'aident à s'exprimer, à dire sa poésie. Il dit sa douleur, il dit sa colère. Ouais. Et on lui a tellement dit, tu continues à dire, mais calmement. Il s'est calmé un moment. Et puis c'est revenu parce que on ne peut pas le contenir. J'ai vu son frère ce matin, il était effondré. Il m'a dit, on ne sait plus quoi faire. Ses parents étaient en train d'attendre pour le voir. C'est terrible. Qu'est-ce que va gagner ce pays en mettant des jeunes comme ça en prison? Et qu'est-ce qu'on gagne aussi en mettant un jeune comme Khaled Rani en prison? Qu'est-ce qu'on gagne? Mais c'est pas possible. C'est un garçon brillant qui a tout... c'est comme si on disait... à Khaled, arrête d'être l'exemple. C'est pour l'exemple, quoi. Il ne faut pas qu'il soit un modèle pour les jeunes de son âge. Alors, pour faire le contrepoids, est-ce qu'on ne va pas retrouver les deux fils du général, de feu le général Ahmed Gaïd Saleh en prison d'ici quelques semaines? C'est le cours, c'est l'autre tendance du mois d'août. C'est nous on l'appelle la dégaïdisation. Les affaires sont remontées à la surface. Ça a commencé d'ailleurs avec la presse, avec ce brûlot supposé brûlot sur tous ceux qui ont émargé au système ANEP. Et on s'est rendu compte que la famille Gaïd Saleh a émargé au système ANEP avec un petit journal à Oran. Enfin, c'était pas un Naba, pardon. Un Naba. Et donc, et après, donc, il y a ce papier dans le Watan qui donne la liste de tous les avantages, des privilèges dont se sont accaparés les Gaïd Saleh au titre de la fonction de leur papa. Donc ma question est la suivante. Jusqu'où va aller cette dégaïdisation? Est-ce qu'on peut imaginer que, pour faire contrepoids un peu aux arrestations du Hirak, comme en 2019, Ahmed Gaïd Saleh le faisait lui-même. Il arrêtait d'un côté et puis il arrêtait des oligarques de l'autre côté pour que les gens disent, voilà, on est en train de... Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver jusque-là? Il est difficile maintenant d'arrêter la machine. L'opinion est informée depuis quelques semaines des méfaits. L'autorité publique en parle, puisqu'il y a eu, on a appris, ça n'a pas été confirmé officiellement, mais un port sec situé pas très loin de la région de Annaba al-Aqal, je crois, qui a été cédé à un certain moment à un des fils de Gaïd Saleh. L'autorité de Wilaya lui a signifié qu'il ne pouvait plus exercer. On a également entendu, ça n'a pas été confirmé, je crois que ça a l'air d'être très sérieux, l'autre fils de Gaïd Saleh qui gère une boulangerie avec un contrat extrêmement large avec les casernes de la région de Annaba, ça a été rompu. Et puis la déclaration du nouveau directeur de l'ANEP, je crois qu'il a été instruit pour en parler. Et ça se termine par l'article de l'Ouatan, qui n'est pas très complet, puisque c'est une partie de la fortune. Je crois que la fortune des enfants de Gaïd Saleh est beaucoup plus importante que ce qui a été aujourd'hui. La justice doit poursuivre son travail, doit enquêter, doit les convoquer. On dit qu'ils sont interdits de sortie, ça n'a pas été confirmé officiellement, mais je pense que la logique voudrait que ça aille beaucoup plus loin que ça.
Et ça pose effectivement un problème pour l'armée, puisque c'est à l'ombre de l'ancien chef d'état-major que toute cette fortune a été amassée. Oui. On peut préciser à nos amis auditeurs qu'effectivement ce n'est pas complet, l'article de Al-Watan n'est pas complet et il n'est peut-être pas aussi inédit. Ce ne sont pas des révélations. Il y a notamment le lanceur d'alerte Saïd Mezdira à partir de Londres. Tout à fait. Qui a déjà donné la liste d'une grande partie des biens de la famille Ahmed Kayed Saleh quand il était encore en vie et en fonction. Et il y a une autre affaire qui pourrait se greffer, c'est le décès de l'ancien wali de Annaba, imputé à l'un des fils de Monsieur Sandid. Il y aurait une altercation, il y a des témoins, paraît-il. Je crois que les bancs en ont parlé, non? Oui. Il paraît, oui. Non. Il paraît qu'on en a parlé. Oui, le Watan avait à l'époque fait un article sur ça, Oui. avec la famille. Ensuite, la famille, on a demandé à la famille d'arrêter les poursuites, etc. Mais je me souviens, il y a 3 ans, je crois, il y a eu un article de notre collègue de Annaba sur cette affaire. Et c'est tout valable. Louisa Hanoun a fait une déclaration à propos de ça. Il faut lui reconnaître ce mérite, en demandant aux autorités d'enquêter sur le décès de l'ancien wali. Il est temps d'enquêter sur le décès de... Au moment où c'était arrivé. Hein. Absolument. Absolument. Ouais, Il lui a bien rendu, de toute façon, Oui. en l'envoyant Al-Harrach dès qu'il a pu. Donc, ce n'est que justice que les enfants de Gaïd Salah, aujourd'hui... bien que la justice libère de la place, libère les détenus d'opinion, militants, des journalistes, absolument. Pour laisser la place à ceux qui ont ruiné ce pays, quand même. Ouais. Et c'est peu de le dire, hein, vraiment ruiné... Oui. On n'a pas fini de découvrir, c'est terrible. Alors, Jafar Khdari, est-ce que toi tu considères que c'est le président Tebboune qui est en train de moraliser un petit peu la scène politique, ou est-ce qu'on peut peut-être plutôt penser que ce sont les successeurs de Ahmed Kayed Saleh à la tête de l'ANP qui sont eux plutôt en train de mettre de l'ordre? Je dirais probablement les deux. Hein. Je ne suis pas certain que le meilleur choix, pour parler de Tebboune, eût été d'incriminer, par exemple, les gens qui, ostensiblement, tout au long de l'année 2019, l'ont présenté comme le candidat idéal. Enfin, en fait, je pense que l'attaque directe contre les enfants, et donc par contre-pied leur père, disons que ça attaque indirectement Tebboune, d'une certaine manière. Donc je pense pas que... Enfin, on a du mal... Pour moi, ça s'inscrit... Pourquoi ça attaquerait Tebboune? Ça signifierait non, que pas attaquer, Tebboune a été intronisé par un homme, oui, évidemment, par un homme qui est corrompu. Écoutez, les documents, ça s'est pas passé il y a 10 ans, hein, ça s'est passé il y a à peine quelques semaines, quelques mois. On a bien vu comment... Donc vous pensez que c'est Ahmed Kayed Saleh qui a intronisé Tebboune? En tout cas, il est... Voilà, bon. Donc, parce que du coup, il y a une fragilité, parce que d'un côté... ceux qui, à l'intérieur du système, l'ont porté là où ils sont aujourd'hui, neutralisés. En face, il est clair que la population a majoritairement boycotté l'élection présidentielle. Donc, il y a un problème de stabilité, de fondation. Donc je ne suis pas certain que... je pense que ce qui se passe là, ça s'inscrit dans la crise interne du système dont on a déjà parlé et qui est un des éléments essentiels du cours de transformation que nous connaissons aujourd'hui. Cette crise n'est pas terminée. Et on voit bien toutes les révélations qui arrivent et qui continuent à arriver. On voit bien que ce n'est pas stabilisé, contrairement au discours officiel. Et c'est ça qui est en jeu, et on a du mal à décrypter, parce que comme vous dites, voilà, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un tel, on comprend pas, on voit des gens qui étaient en prison, qui sortent, et puis qui mettent en prison ceux qui les ont mis en prison, etc. Enfin bref, et ça touche en plus le cœur du système. Vous avez vu, il y a eu une vidéo d'un noyau de citoyens qui criait « Vive DRS » au Jishal Matoufir. Ça a circulé dans les réseaux sociaux. Dans le jour Kadema. Je ne l'ai pas vu. C'est un retour de flamme. Est-ce que c'est des citoyens Oui, c'est la question. Écoutez, il y a des gens qui ont pleuré Gaïd Salah. Moi, j'ai pas cru, mais il y en a qui continuent de l'appeler Baba Home et tout. Il y a de tout dans la société. C'est pas. C'est une société pluraliste, diversifiée. Et en plus, tous les points de vue. Honnêtement, moi, quand je vois les jeunes, des fois, je me dis,
Mais depuis 20 ans, on a cassé toute expression politique organisée. On a touché aux associations, aux partis politiques qui voulaient faire quelque chose. Tout a été, je ne veux pas dire souillé. Donc les jeunes, c'est en train de se faire. Alors des fois, Zkara, par rapport à notre groupe, oui, ils peuvent crier ça. Puis personnellement, on ne fait pas la guerre aux institutions. On fait la guerre, on est contre l'instrumentalisation des institutions. Voilà, on a instrumenté le DRS. Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas une direction des services? Je ne sais pas. Mais à condition que ce service ne soit pas utilisé pour opprimer les citoyens qui veulent s'exprimer, qui ne veulent que du bien. Parce que Khaled, il le dit, bon, on revient tout le temps à Khaled parce que il est d'actualité. Il a dit, je refuse de partir parce que c'est aussi... Ces gens-là, ils ne veulent... La plupart des personnes qui sont inquiétées, que ce soit parmi les journalistes, c'est les gens qui réfléchissent, j'allais dire, bon, je ne sais pas, je vais le dire, sainement pour ce pays, qui ont une vision, qui ont un projet de société, qui n'ont pas cherché... tiens, je vais quand même citer le monsieur que j'ai vu ce matin. Il m'a dit, moi, mes enfants, j'ai préféré les pousser à faire des études, pas vers les ports secs. On peut citer. Oui, c'est M. Rdiri, il m'a dit, voilà, moi, je ne fais pas partie... je l'ai vu, il a dit, moi, j'ai préféré... Al-Harrach, bien sûr. Il m'a dit, moi, mes enfants, j'ai préféré qu'ils fassent des études, et c'est des officiers. Alors, il est accusé d'atteinte aux troupes, au moral des troupes, alors qu'il a 2 enfants officiers supérieurs. Il a une fille qui est médecin, maître assistante et commandant. Il a un fils commandant. Et dans sa fratrie, ils sont, sur 5 frères, ils sont 3 officiers supérieurs. Donc, il dit, moi, mes enfants, ils ne sont pas dans un port sec. Ils ont fait des études, ils se sont engagés dans l'armée. C'est-à-dire que, voilà, finalement, c'est tous les Algériens. On peut ne pas s'entendre avec ce monsieur ou là avec un autre, mais c'est des gens qui essayent de trouver, des personnes, des citoyens qui essayent de trouver des solutions selon leurs convictions, qui essayent de les partager, c'est ceux-là qui sont le plus opprimés. Si une direction, le DRS est là pour ça, ben, évidemment qu'on dénonce. Mais sinon, si c'est une direction qui s'occupe de l'intégrité du territoire ou de la sécurité des Algériens de l'Algérie... Général à l'Irderi, général à la retraite, ancien candidat à l'élection présidentielle, ciblé directement par le général Ahmed Gaïd Saleh, notamment parce qu'il s'est présenté donc, dans son dossier, il y a rien du tout, et que de large front de défenseurs des droits de l'homme considère comme étant un détenu d'opinion à juste titre. On va profiter de la présence d'Amar Blouchet. Il y a eu, je ne sais pas si tu as vu ça, Amar, sur les réseaux sociaux, quelques critiques qui ont été adressées à l'Ouatan pour dire, après tout, l'Ouatan nous a habitués, en rapport avec ce papier sur la fortune des enfants de Ahmed Gaïd Saleh, nous a habitués à cela. C'est quand il y a des luttes de clans, on passe souvent par l'Ouatan pour faire passer, quand il y a un clan qui peut faire passer un point de vue. Et on a cité l'affaire de 1998, Betchin versus ou Toufiq versus Betchin, etc. Est-ce qu'on a besoin de passer par cela ou est-ce que c'est une enquête, une investigation de journaliste? Bon, je rappelle que tu n'es plus depuis plus d'une année à la tête de l'Ouatan, mais en règle générale, c'est le signe de quoi ce type de papier? Écoutez, un journal, lorsqu'il y a des informations qui arrivent, on essaye de les vérifier puis on les publie. Maintenant, si par à-coup, ça fait partie d'un jeu, vous le disiez bien, d'une crise de système, d'une lutte de clan, le journaliste, lorsqu'il a un produit, il le publie. L'affaire Betchin, je peux prendre 5 minutes et en parler. Ça a commencé par Ben Saad, Ali Ben Saad. Il a déclaré à Constantine, lors d'un meeting, il a assisté au meeting de Reda Melk, l'élection présidentielle de 1995, en disant que je ne veux pas d'une république de Abbasi Madani, je ne veux pas d'une république de Mohamed Betchin. Bon, à la suite de ça, il y a eu un tollé, il a fallu l'exfiltrer, il a été condamné à mort. Heureusement qu'il avait quitté le pays, condamné à mort pour... Comme s'il était terroriste. Absolument. Non, ils l'ont traité il a été condamné pour terrorisme. Terrorisme, alors tout simplement, il a fait une déclaration. Et l'Ouatan, tout naturellement, s'est emparé de l'affaire. Ensuite, on a eu un parent, un associé de Mohamed Betchin qui est venu me voir, Ben Boualia,
qui était un ancien colonel de l'aviation, qui a été jeté en prison par Mohamed Bettine, qui l'a dépossédé de tous ses biens. Il avait lancé avec lui un journal Al-Asil, il l'a foutu dehors, etc., etc. Il a eu, je crois, 6 ou 7 années de prison. Il lui a monté tout un dossier. Son beau-frère est venu me voir, il me disait Ben Boualia est en prison parce que Mohamed Bettine a voulu récupérer tous ses biens et c'est ce qu'il a fait, etc., etc. Abus de pouvoir. Donc, abus de pouvoir, etc. On en a parlé. Il y a eu un article signé du beau-frère de ce monsieur Ben Boualia, etc. Et il y a eu d'autres affaires. Donc, Al-Watan, à l'époque, n'était pas, de mon point de vue, il y avait une actualité, il y avait des individus qui étaient... Mohamed Bettine, c'est pas à entendre, c'est connu. Au moment où ça s'est fait, il était puissant conseiller à la présidence. C'est pas un enfant de cœur. C'est pas un enfant de cœur. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, oui. C'est pas un enfant de cœur. Il a fait beaucoup de mal selon beaucoup de personnes, etc. Et on a pris en charge tout simplement l'actualité. Maintenant que cette actualité est prise en charge par l'OTAN à l'époque, il y a eu d'autres faits également. Ma mémoire me fait défaut. Si ces faits s'inscrivent dans une lutte de clans, mais l'OTAN est là pour relater les faits, tout simplement. On était nullement inscrit dans une lutte de clans. Alors, lutte de clans, finalement, le clan dominant pour l'OTAN d'aujourd'hui qui est managé par tes co-actionnaires, peut-être que le clan dominant, c'est celui qui est le plus fort, parce qu'on a arrêté la NEP après la sortie de cet article-là. Peut-être que dans la lecture de la lutte de clans... J'ai pas toutes les informations concernant le... Mais il semblerait que dès le lendemain, la NEP a cessé la NEP a arrêté absolument, tout à fait. Donc, absolument. quelque part, le clan le plus fort, en tout cas celui qui permet d'avoir la pub, n'était pas content de cet article. Probablement. C'est une lecture à faire. Je n'ai pas toutes les informations concernant cette dernière affaire, mais on a eu déjà à parler des fils, toutes ces dernières années, des fils de Gaïd Salah. On a eu à parler aussi de Gaïd Salah lui-même, puisqu'on a repris les fameux télégrammes de Wikileaks, etc., où on considérait que Gaïd Salah était le militaire le plus corrompu de notre pays. C'est noir sur blanc, c'est Al-Watan. Ça n'obéit à aucune logique de clan. C'est un organisme international, c'est des télégrammes des diplomates américains ici qui recueillent des informations auprès d'hommes politiques, auprès de journalistes, etc., qui ont été publiés au niveau international. Et Al-Watan a tout repris. Et Gaïd Salah était cité à l'époque. Al-Watan a repris in extenso l'ensemble de ces documents. Et de mon point de vue, ça n'obéit à aucune lutte de clan. L'information arrive, on la vérifie, on la balance. Maintenant, si ça sert un clan par rapport à notre clan, moi je pense que le journalisme ne pourrait plus être pratiqué un peu partout dans le monde, quoi. Alors, c'est clair que nous sommes dans une guerre de clans, mais bon, c'est évident qu'il ne se stabilise pas. Tu as bien fait de le rappeler, Jafar Al-Khdari. Mais cela n'a pas empêché le président de la République de reprendre la main au niveau de l'agenda politique et de remettre donc le référendum qui était à un moment donné en ballottage, notamment à cause de la crise sanitaire, parce qu'il n'était pas possible d'organiser une consultation populaire dans ce contexte-là. Mais on a aujourd'hui le sentiment que c'est le seul point de passage par lequel il peut se donner un agenda politique et avancer. Alors que, quand on s'est quitté à la fin du mois de juillet avec Café Presse Politique, il était question peut-être d'ajourner cet agenda et peut-être d'aller vers éventuellement un processus de dialogue avec la partie du Hira qui accepterait de s'engager dans un tel processus. Aujourd'hui, c'est passage en force. Oui, mais je pense aussi que c'est un échec programmé. Et qu'on aura probablement le 1er novembre, de ce point de vue-là, un non-événement. D'ailleurs, le fait de mettre dans la même date plusieurs événements significatifs dit à quel point on sent bien que ça ne va pas être vraiment un événement politique retentissant. Sinon, on aurait tout concentré là-dessus. Bon.
Et donc, ça laisse ouvert. Alors, je sais bien, on peut paraître comme étant l'expression d'un optimisme, excessif. Mais je pense que l'idée qu'il faut aller à un dialogue avec les forces vives du mouvement citoyen, du Hirak, qui restent fermes sur leur position, et la crise actuelle du système démontre de manière éclatante à quel point leur point de vue est fondé, c'est-à-dire que la stabilité de l'État, la stabilité des principales institutions régaliennes que sont l'institution sécuritaire, l'institution de la justice, etc., qui aujourd'hui sont ébranlées par tous ces scandales, ne pourrait être assurée que par une transformation politique profonde qui est précisément celle que demande le Hirak. Le replatage du système, parce que ce que fait actuellement l'équipe en place, c'est qu'elle, comme tu dis si bien, elle passe en force, elle dit on change les hommes, on peut à la limite changer la politique, et là il y a des ouvertures, on va faire une nouvelle politique économique, on va faire un nouveau modèle, etc. Mais le système politique, lui, il ne change pas. C'est-à-dire qu'on a toujours la tutelle d'une oligarchie qui définit les grandes lignes, qui choisit les hommes, etc. Or, c'est là qu'est le problème. Et sur ce plan-là, le mouvement citoyen ne cédera pas, et en ce sens, il sauve l'Algérie, parce que on le voit bien à travers toutes ces crises dont on parle, que vraiment c'est les fondements de l'État qui sont atteints. Et je garde espoir qu'à un moment donné, alors je ne suis incapable de dire quand, cette ouverture se fera, parce que la politique actuelle est condamnée à l'échec. Omar ? J'aimerais illustrer ce que vous venez de dire par un fait d'actualité. Aujourd'hui, on a appris que pour être député FLN, c'est Tliba, le député sénateur, député Tliba, qui l'a révélé ce matin. C'est l'instruction qu'il a révélée ce matin au tribunal d'Alger. Pour être député FLN, il faut payer 7 milliards de centimes. Mais et c'est cette assemblée qui va, va valider l'avant-projet. Cette assemblée majoritairement FLN qui va adopter la nouvelle constitution. Absolument. Mais FLN plus le RNT n'est pas mieux. Hein. Oui, absolument, tout à fait. Et c'est cette assemblée. C'est 3 milliards. Va... C'est 3 milliards. Ouais. La FLN, c'est 3 milliards. Ouais. Non, enfin, le RCD, le RND, oui, absolument. Le RND, c'est soldé. C'est un scandale. Est-ce qu'il est logique? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est sage d'aller vers une nouvelle constitution avec une assemblée de vendus, avec une assemblée de députés qui... Mais c'est ça qui nous a laissé penser, à un moment donné, au début de l'été, que l'agenda Hadaya, tel qu'il était prévu, n'allait pas être respecté parce qu'on allait passer par une assemblée de vendus. Mais c'est quand même à cela que revient le président avec son agenda. C'est un déni de réalité. Hein. On a un pouvoir qui est fou. C'est-à-dire qu'il nie la réalité de la crise, qui est pourtant là, qui s'étale devant nous, qui touche les institutions les plus fondamentales de l'État. Et par ailleurs, il nie la réalité du rejet de la population, qui est quand même un élément majeur, parce que sans légitimité, sans autorité, il est quand même très difficile de régner, surtout en période de crise et de crise internationale. Cette double négation est quelque part une forme de folie, et donc c'est pour ça qu'elle ne peut aboutir, encore une fois, qu'à un échec. Mais encore une fois, il faut rester, je pense, dans un schéma responsable et pacifique, et rester ouvert sur la possibilité d'une transformation, d'une transition démocratique. Il me semble extrêmement aléatoire pour ce pouvoir de mobiliser la population alors que des journalistes sont en prison. Les Algériens sont très sensibles depuis les années 90 à l'acte journalistique. Il y a une adhésion. Le succès de la presse indépendante entre 88 et 90, ça a attiré beaucoup de lecteurs. Il y a un lien avec le journalisme qui est très, très, très important. Il est difficile aux autorités aujourd'hui de convaincre les Algériens aller massivement voter le 1er novembre alors qu'il y a des journalistes qui croupissent en prison. Il est difficile de les convaincre alors qu'il y a des jeunes hiérarchistes qui sont en prison. Il est difficile de les convaincre alors que l'Assemblée, les députés FLN ont acquis
ce statut majoritairement parce qu'ils ont payé 7 milliards, etc. Alors, il y a deux scénarios il- dont on parle, Oui. Maître Berti, c'est ils arrêtent les gens, ils les font condamner et ils attendent avant le 1er novembre, ils les libèrent pour créer le climat de, soi-disant, D'apaisement, oui. Mais c'est pas ce qui s'est passé le 12-12. Hein. Le 12-12, tous les leaders ou les figures connues du Hirak sont restés en prison et n'ont pas été libérés Tout à fait. avant le 12-12. Donc on peut être dans un scénario de dureté Ouais. qui va au-delà du 1er novembre. Oui, bien sûr. Moi, je vous ai dit, c'est ce que j'espère. Je n'ai pas dit que ça allait se réaliser, qu'il soit... Mais effectivement, ils sont pas... On est dans... J'allais dire, est-ce qu'on va dans une impasse? Mais on est déjà dans une impasse. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors qu'ils mettent en préambule de la Constitution le Hirak, le Moubarak, mais ils n'écoutent pas du tout les propositions du Hirak. Le rejet total de tout ce qui constitue ce système. Et la base, c'est les assemblées, l'Assemblée nationale et l'Assemblée, le Sénat aussi. Tout le monde le sait, au su et au vu. Ils ont utilisé des méthodes de voyous, fermées avec des cadenas. Ensuite, c'est des bagarres pour avoir le poste de président. Et c'est les mêmes, c'est ces gens-là, c'est ce qui nous ont fait voir tous ces scandales qu'on a vus depuis ce dernier mandat, il était particulier. C'est les mêmes qui vont voter la Constitution, la loi fondamentale de l'Algérie qu'ils disent nouvelle. Mais elle est nouvelle en quoi? On ne voit pas la différence. Dernièrement, on a vu défiler des personnes qui s'appelaient, il y a quelque temps, l'Alliance présidentielle. Maintenant, ils se sont donné le nom de... Force nouvelle. les forces Patriotes. des réformes nationales, quelque chose comme ça. Enfin, dans ce sens, c'est pas possible. Voilà le nouveau. Ils sont dans le déni total de tous les Algériens qui sont sortis pendant et qui n'attendent que l'occasion de ressortir. Alors, on va finir ce café presse politique sur le Hirak et son rôle et son retour, mais on aura tout le temps de développer ça dans les prochaines semaines. Mais auparavant, je voulais quand même vous poser une question de pronostic sur une disposition dans la Constitution. On ne va pas parler du projet constitutionnel qui conforte l'hyperprésidentialisme, qui a maintenu toutes les prérogatives débordantes du président de la République, qui a continué à confiner celle du chef du gouvernement, qui a continué à confiner celle de l'Assemblée nationale. Mais une disposition nouvelle qui a choqué, c'est la possibilité de désigner pour le président un vice-président tout seul, et lequel vice-président peut continuer le mandat si le président n'est plus là. Tout le monde sait, les observateurs, que c'est une possibilité pour l'armée, en fait, de régler leurs problèmes de choix, de mettre un vice-président à côté du président et de pouvoir actionner la passation au moment où ce sera nécessaire. Ma question, pronostic, est-ce que dans le projet final, qui n'a pas encore été présenté au public, vous pensez que c'est une disposition qui va être maintenue ou est-ce qu'elle va être enlevée? Parce qu'elle a été quand même critiquée, y compris dans le camp de ceux qui ont voulu donner une chance au régime Tebboune. Moi, honnêtement, je ne crois pas qu'il y aura des modifications essentielles dans ce texte qu'ils ont présenté. Moi, il y a une autre disposition qui... Et sur celle-là, précisément, vice-président, vous pensez qu'elle va être maintenue? Je pense qu'ils ont voulu la mettre, elle le restera, hein, parce que ce n'est pas la volonté populaire qui va s'exprimer pour dire il faut enlever ça. Moi, il me semble. Hein. Moi, il y a Vous mesurez son importance. Hein. Oui, bien sûr. On sort de la République, là. Bien sûr, tout à fait. On Oui. n'est pas dans la République, là. Oui, dans celle dans le milieu. Moi, il y a une autre disposition, je vais oser le dire, qui me gêne beaucoup, et on n'en parle pas beaucoup, c'est celle de permettre à l'armée d'intervenir. Jusqu'à maintenant, l'armée nationale populaire a été la garante des frontières, etc. Et maintenant, dans quel... je ne sais pas, j'appréhende, parce que les pays qui ont ce genre de dispositions ou de lois qui permettent à leur armée d'intervenir dans des conflits, on les a vus. C'est-à-dire que demain, on peut envoyer des jeunes Algériens au Mali. C'est un débat. C'est en général dans des forces multilatérales de l'OUA ou des Nations Unies, Oui, de maintien de la paix. Les Nations Unies, ils interviennent de quand maintien de la paix, casque bleu, etc. Ouais. Ça peut se discuter. Mais Ouais. essentiellement, par rapport à la succession, par rapport à la crise institutionnelle, ils ont très mal vécu le quatrième mandat de Bouteflika et la difficulté, l'article 120, etc. Et donc, ils semblent l'avoir résolu avec vice-président. Non, mais justement, c'est un Vice-président, mauvais diagnostic.
C'est croire que la crise du système, la crise d'institution est due simplement à la question de l'organisation des successions. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est en ce sens que je le dis, il y a un déni de réalité. C'est ça qui est dramatique. Mais la réalité finit toujours par se rappeler à votre bon souvenir. Ouais. C'est ça la réalité. Et ils continuent d'agir comme s'ils étaient chez eux. Et par rapport, par rapport à ce que vous disiez, alors moi j'ai une attitude un peu. C'est vrai que c'est une question importante. Il y a deux questions importantes qui sont. Parce que ce qui m'inquiète en tant que citoyen, c'est effectivement dans cette crise de voir un certain nombre d'institutions fondamentales, régaliennes, en dehors desquelles il n'y a pas d'État. Il y en a deux fondamentales. C'est les deux piliers d'un État dont aucun État ne peut se passer. C'est l'institution sécuritaire, interne et externe, et c'est la justice. Et ces deux piliers, aujourd'hui, sont régulièrement mis sur la scène publique avec des scandales absolument extravagants. Et c'est dangereux pour l'État. C'est pour ça qu'une refondation, passant par un dialogue et une transition, est absolument nécessaire. Absolument. Et il faut préserver ces deux institutions, parce que ça, c'est le patrimoine commun, c'est l'État. Absolument. Et dans la question que vous posez, alors là, il y a une autre dimension. On ne peut pas ignorer le contexte régional qui devient extrêmement dangereux, aussi bien en Libye, dans le Sahel, etc. Et la question qui est posée, c'est tout simplement la question de l'extension du périmètre de sécurité. Quand on est un pays de la taille de l'Algérie, eh bien, la doctrine qui voulait qu'on se tient dans nos frontières, à l'étroit, en disant que on peut avoir une stratégie de hérisson, ça ne marche plus. Vous êtes dans des zones où vous pouvez avoir des zones grises, dans lesquelles, imaginez que s'installent des foyers, des sanctuaires importants de terrorisme ici et là. Eh bien, je ne tenais pas absolument à ce qu'on lance cette discussion, parce qu'il y a des arguments, on peut être d'accord avec ce que tu dis, mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, je voulais quand même vous poser la question. La crise sanitaire s'est installée durablement. Les Algériens vivent avec le virus, qui semblerait être un peu moins nocif qu'en mars-avril dernier. On commence à rétablir la vie publique pan par pan. Le moment n'est pas très loin où les gens vont se remettre à sortir. C'est peut-être des revendications catégorielles. Licenciements, grévistes liés à la situation sociale, etc. Mais aussi pour les revendications du Hirak, le vendredi. Il y a un dispositif aujourd'hui qui est très musclé contre ce type de manifestation, mais qui peut être très facilement débordé, tellement il y a d'Algériens qui veulent reprendre leur parole politique qu'ils ont mis entre parenthèses pour des zones de santé. Est-ce que le Hirak va revenir, au moment où il reviendra, avec les mêmes mots d'ordre qu'avant, ou est-ce que la situation a changé et aujourd'hui il faut traiter avec le régime de Bouteflika, de Tebboune? Le lapsus n'est pas tout à fait neutre. Oui, Ahmad? Moi, je pense que tout ce qui a été entrepris contre les militants politiques, les journalistes, l'affaiblissement un peu de la vie politique, l'affaiblissement de la presse structurelle, etc., ce sont des données qui militent aux yeux des Algériens pour la reprise du Hirak. Le Hirak est un mouvement, j'allais dire, civilisationnel, c'est une révolution. Les Algériens veulent changer la nature du système. C'est un système, vous l'avez bien dit, vous l'avez décrit convenablement. Le système est en crise. Les Algériens veulent dépasser ce système, veulent autre chose. Ils veulent un peu plus de légitimité. Ils veulent une justice qui soit rendue sereinement, maître, absolument. Et on voit, c'est tout ce qui a été fait en été, tout ce qui est contre les militants, contre les journalistes, etc. C'est pas fait pour calmer, j'allais dire, les ardeurs, pour calmer les gens. Je crois que ça a été plutôt un carburant pour les Algériens. Alors, je vais repréciser ma question pour les deux dernières interventions. Le Hirak a dit jusqu'à maintenant, vous dégagez, on ne veut pas de vous, et surtout pas du 12-12 parce qu'on considère que ce n'est pas une vraie élection. Est-ce qu'il peut continuer à ne dire que cela, ou est-ce qu'il doit finir par penser à faire d'autres propositions? C'est clair qu'il faut... c'est probablement, parce que c'est un mouvement spontané, le Hirak, donc il a fait ce qu'il avait à faire, et il doit continuer à faire ce qu'il a à faire. Mais au-delà, il est clair, et dans la reprise du mouvement citoyen, il y a d'autres formes qui doivent émerger, et en particulier des initiatives qui doivent
être capable de faire des offres politiques. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans la négation, mais il faut maintenant être dans la proposition. Et donc être capable, puisqu'on est dans une transformation pacifique, donc d'accepter la notion de dialogue et de négociation. Et sachant que, pour l'instant, c'est le pouvoir qui le refuse catégoriquement, qui applique une feuille de route autoritaire et brutale, réprimant et même opérant une régression par rapport à ce que nous avons connu en termes de liberté, ce qui est quand même paradoxal. Après un an de Hirak, on a l'impression qu'on est dans une situation pire que celle qu'on a connue dans les années Bouteflika. C'est quand même un comble. C'est le pouvoir qui refuse. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Le comité de soutien à Khaled Drarni a fait une démarche pour aller voir le médiateur de la République. Donc, tout à fait. Une démarche pour dire voilà cette affaire-là, on ne peut pas tolérer qu'elle continue comme ça, etc. Et Karim Younus a, après avoir dit oui, a renoncé à recevoir les membres du comité. Effectivement, je l'avais au nom du comité, j'étais désigné par le comité pour entrer en contact. Il était tout content oui, je vous reçois dimanche à 10h, etc. Et puis le samedi à 15h, on me dit je peux pas. Vous comprenez. Ça dit des choses sur le dialogue. Et moi, je pense que le Hirak est un acquis extraordinaire. Il ne faut pas qu'il soit dilapidé. Il faut qu'il continue, mais la forme. Moi, je pense que c'est le moment. On a passé plus d'une année à marcher, à lancer des mots d'ordre. Et d'abord, on s'est réapproprié l'espace public. Ça faisait très longtemps. Et puis, on s'est débarrassé d'une certaine peur qui nous a quand même... Est-ce qu'elle n'est pas en train de revenir quand même? Oui, elle est en train de revenir parce qu'on est chacun dans son coin. On n'est pas rassemblés. Mais quand on est ensemble, on a vu comme on est bien ensemble. Quand on était au Hirak, on était ensemble. Seulement, moi, je ne suis pas... pour une reprise de sortie et repartir en fin de journée avec un sentiment de lutte accomplie. Non, moi je pense qu'il faut commencer à réfléchir à un contenu. Bon, il y a eu des propositions quand même. Il y a eu... Elles font date un petit peu. Depuis février, on n'a pas eu de nouvelles. Oui, on parle Il y en a eu en juin 2019, il y a eu une proposition en septembre. Bon, oui. dans l'air comme ça. Non, il y en a eu beaucoup. Effectivement, c'est bien de le rappeler parce que du côté du pouvoir, on dit toujours le Hirak Hadda, il ne propose absolument rien du tout. Il y a eu des propositions. Il ne propose rien, mais il ramasse tous les gens qui ont quelque chose à dire et il les met en prison quand même. Il faudra laisser les gens s'organiser. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on ait une alternative. Et on l'a chacun dans son coin, il faut qu'on se rassemble autour d'une alternative viable. Il faut que ça soit vraiment une transition démocratique au sens propre du mot, avec un projet de société clair. Moi, je pense il y a des travailleurs en ce moment. On profite aussi de il y a beaucoup de travailleurs qui ont des problèmes en ce moment. Et donc, moi, je pense que si les travailleurs déjà s'organisent, tous les travailleurs s'organisent autour de leurs droits, et puis toutes les catégories, et puis il faut réfléchir à donner un contenu au Hirak. Continuer comme ça, sortir le vendredi. Moi, personnellement, je me dis, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu. Il faut qu'on continue, mais avec d'autres formes et un autre contenu. Il faut que les citoyens s'organisent. Merci beaucoup, Aouisha Barti. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce numéro. Merci beaucoup, Omar Belouchet. Merci, Jafar Lakhdari. Nous sommes donc à une semaine du procès de Khaled Drarni en appel. On espère... De sa libération. Voilà, de sa libération. On espère qu'il sera libéré. Je remercie beaucoup les fidèles de Radio M et du Café Presse Politique de leur patience, de nous avoir attendus pendant ce mois de congé. On a beaucoup travaillé pendant le mois de congé. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et on espère surtout pouvoir retrouver notre ami et collègue la semaine prochaine. Peut-être pas sur ce plateau parce qu'on le laisserait souffler. Se reposer un peu. Mais parmi nous dans la liberté pour continuer à exercer son métier qu'il adore et qu'il honore de la plus belle des façons par Et tous les détenus. Et tous les détenus. Évidemment, on voudrait quand même que tous les détenus qui ont été arrêtés pendant ou après, à l'occasion du Hirak, leur participation soit libre. Et revenir. Merci à vous. À très bientôt. Katakoum Saha. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.